Bienvenue pour ce deuxième épisode, les pauses déj qui sont proposées par la plateforme Pharmacy Lounge. Alors, je vous rappelle, le concept est simple, un rendez-vous en direct pour vous, les pharmaciens, autour d'un sujet d'actualité de la profession. Nous sommes ensemble pour un live, comme l'a dit Fabrice, de 20 à 30 minutes. N'hésitez pas à interagir avec nous et à poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec grand plaisir. Et enfin, merci au syndicat du SNPGH et à l'URPS Bretagne de soutenir cette deuxième session qui est en direct. Mais avant de commencer, Fabrice, je vais vous laisser la parole. Vous êtes, je rappelle, le CEO de Pharmacy Lounge qui nous accueille pour quelques mots d'introduction. Merci Romain. Alors d'abord, bonjour à tous et ravi de vous accueillir au sein de Pharmacy Lounge pour cette webconférence. Ravi également d'accueillir Sandrine Fabre-Winstein, qui est l'une des associées fondatrices de la société 600 Phoenix, et également ravi d'accueillir Romain Lepoint, pharmacien hospitalier, chef de service à la clinique du Parc à Lyon, et qui va chercher d'animer cette interview. En quelques mots, vous dire que Pharmacy Lounge, ce ne sont pas que des événements en ligne. C'est le premier réseau digital professionnel à destination de l'ensemble du corps pharmaceutique. Ça rassemble les pharmaciens d'officine, les pharmaciens hospitaliers, les étudiants, les internes, les pairs de la profession, ainsi que tout l'écosystème qui gravite autour de la pharmacie. C'est-à-dire que les laboratoires peuvent rejoindre Pharmacy Lounge, mais ce, dans le strict respect du cadre réglementaire qui régit les échanges entre les professionnels de santé et les laboratoires pharmaceutiques. Pharmacy Lounge, c'est confidentiel, c'est national, c'est gratuit pour l'ensemble des pharmaciens et des étudiants. Et ce sont des fonctionnalités simples et intuitives, apparentées aux réseaux sociaux généralistes et qui permettent à chacun de communiquer facilement. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'à l'issue de cet échange, vous pourrez vous retrouver au sein de Pharmacy Lounge pour communiquer entre vous de façon effectivement rapide et sans risque. C'est ça l'avantage. Je vais vous dire aussi que cette séance, elle est enregistrée. C'est important que vous le sachiez et vous pourrez la voir en replay par la suite. Et je vous remercie tous pour votre écoute et je laisse la parole à Sandrine et à Romain pour cette interview. Voilà, bonne session. Merci Fabrice pour ces petits mots d'introduction. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, parfois même un peu tabou dans le monde de l'entreprise, c'est le burn-out. Alors cette pathologie touche forcément également le monde de la pharmacie et pour nous expliquer ce sujet, nous recevons, comme vous l'avez dit Fabrice, Sandrine Fabre-Rubenstein qui est cofondatrice de la société de conseil et d'accompagnement 600 Phoenix. Bonjour Sandrine. Bonjour Romain, bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, Sandrine, c'est un peu l'étape obligée. Présentez-vous. Alors, donc avec mon associé Sylvie Serre, on s'est rencontrés avant 2017 et on a travaillé justement sur le constat que le monde du travail avait un souci et du coup on a créé 600 Phoenix pour contribuer à réduire ou à faire en sorte que le phénomène du burn-out ne prenne pas trop d'ampleur. Et depuis, on travaille alors à la fois avec les personnes elles-mêmes et à la fois avec les organisations. On ne les oppose pas, soit en formation, soit en accompagnement individuel ou collectif, justement pour éviter, soit en amont, soit reconstruire quand c'est survenu, le burn-out. Voilà. Puisqu'on parle du burn-out, vous allez nous définir ce que c'est le burn-out? Alors, donc là déjà, premier stress pour moi, est-ce que je vais réussir à mettre mon PowerPoint? Alors, hop, bien-être, voilà. Alors en fait, c'est très, j'allais dire, c'est très précis. Burn-out. Vous le voyez? Vous voyez mon écran ou pas? Oui, on le voit très bien. Ok, super. Alors, le burn-out, c'est pas du tout un phénomène comme vous pouvez croire tout simplement. C'est quelque chose qui va vous parler, puisque ça fait entrer en jeu les hormones et les neurotransmetteurs. Il y a pas mal de bruit là. Peut-être que vous pouvez couper les micros. Oui, vous avez raison, Sandrine. Est-ce que tous les participants peuvent bien penser à couper leur micro, s'il vous plaît? Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, en fait, c'est un phénomène physiologique. Au départ, on le verra dans les facteurs, il y a une partie psy, évidemment, mais ensuite, ça devient vraiment un phénomène physiologique.
Alors, c'est très schématique ce que j'ai mis. On a des courbes beaucoup plus sophistiquées et adaptées, mais dans le temps qui était imparti, voilà, il fallait faire simple. Donc là, ce qui est en vert, c'est la fonction traditionnelle, normale, fonctionnelle justement du stress. Hop, déclenchement du cortisol, de l'adrénaline, sérotonine, etc. Tout ce que vous connaissez. Et puis, le burn-out, en fait, c'est un moment qui survient après des mois, assez souvent plutôt 6 mois, hein, au-delà de 6 mois, d'une exposition à un facteur de stress ou plusieurs facteurs de stress. Ça peut être des facteurs extérieurs, hein, on les verra, trop de travail, mais ça peut être aussi des facteurs internes comme le besoin de reconnaissance. Et la personne, au lieu de soit partir, soit se battre, soit bon, se détacher pour des raisons X ou Y, en fait, va se suradapter pour retrouver du sens, pour performer aux yeux des autres et à ses yeux, et du coup va s'épuiser avec un impact physique visible et puis des impacts physiques non visibles, hein, qui peuvent être l'excès de cholestérol, etc., avec au bout du compte, pas forcément toujours malheureusement le burn-out, je dirais presque que c'est une espèce de court-circuit qui empêche qu'il y ait quelque chose de plus grave, mais ça peut aller jusqu'à l'AVC, la crise cardiaque, et puis une dépression grave avec des actes volontaires pour mettre fin à ces jours. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette transformation d'un stress fonctionnel à un stress chronique? C'est qu'en fait, les fonctions des hormones vont être perturbées. Donc, la dopamine disparaît en premier, la noradrénaline en second, la troisième, la sérotonine, et le cortisol, en fait, est tout seul à agir. Et du coup, il y a le système également s'inflamme pour essayer de réguler tout ça. Et à un moment donné, tout s'effondre, et en particulier le cortisol, ce qui fait qu'on ne peut plus se lever le matin. C'est un peu l'image traditionnelle que l'on a. Voilà, donc ça me paraissait important de rétablir quelque chose de fondamental, c'est de bien comprendre que c'est un phénomène qui dure par l'épuisement professionnel. Tout d'un coup, tout s'effondre, et que c'est pas psychologique, c'est vraiment un phénomène physiologique. Très clair, Sandrine, très clair. Ces rappels physiologiques. Je rappelle que vous pouvez poser éventuellement vos questions via le chat et on y répondra au fur et à mesure. Sandrine, dans votre présentation, vous avez parlé de ces facteurs ou de ces situations qui favorisent le basculement de cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce point particulier? Oui, alors en fait, ce sont, alors là simplement, juste pour ceux qui sont managers ou chefs de service, enfin titulaires ou chefs de service, un petit rappel, et c'est important pour le lien avec les facteurs. Quand vous êtes là, c'est-à-dire tout va bien, on est en prévention primaire. Quand vous commencez à avoir des signes de stress chez vos collaborateurs ou chez vous, on est en prévention secondaire. Et en tertiaire, c'est quand malheureusement le burn-out est arrivé et que là, il y a lieu de reconstruire. Donc, les facteurs externes, ils ont été parfaitement identifiés aux États-Unis, mais aussi en France avec la Haute Autorité de Santé. Alors, il y a surcharge, sollicitation et intrusion intempestive qui coupent les rythmes, un rythme de compétition permanent, le manque de soutien de la part des pairs et de la hiérarchie, des problèmes dans la communauté de travail. Alors, c'est aussi bien face évidemment aux clients que avec les fournisseurs ou avec ses pairs. Et puis, un excès de responsabilité par rapport à l'autonomie de décision. Là, ça va être ce qu'on appelle un peu plus traditionnellement les injonctions paradoxales, par exemple. Alors, dans le milieu de la santé, c'est particulièrement vrai puisqu'il y a une confrontation à quelque chose qu'on ne peut pas toujours maîtriser, et notamment, évidemment, le phénomène de la mort qu'on peut rencontrer lorsqu'on soigne. Et puis, un conflit de valeurs. Voilà, donc tout ça, ça a été très bien répertorié, et ça, ce sont des facteurs externes à la personne, organisationnels. Ensuite, vous avez des facteurs sociétaux qui vont peser dans l'ambiance générale
évidemment, bon, la permanence des changements, hein, avec les changements de métier, de régulation, vous en savez quelque chose, l'hyperconnectivité, les réseaux sociaux, mais bon, là, vous avez une plateforme qui sera sécurisée et bienveillante, donc ce sera beaucoup mieux. Et puis, évidemment, il y a un truc que n'aime pas du tout le cerveau, c'est tout ce qui est incohérence, incertitude et risque. Et du coup, ça a un impact sur comment se sent la personne, ses réactions sous stress, et ça a un impact évidemment aussi dans les relations que la personne peut avoir avec son entourage, professionnel comme privé. Et il y a aussi des facteurs internes. C'est là où certaines personnes, au moment où on bascule dans des facteurs qui peuvent faire stress externe, au lieu de partir, au lieu de se battre ou au lieu de se détacher, va rester et va se suradapter. Alors, ces facteurs internes ou personnels sont liés d'abord à la motivation, hein, des gens qui sont très engagés, grands professionnels, des gens aussi qui ont la réputation d'être force de la nature, des gens forts, des gens qui ont une tendance à être perfectionnistes, des gens pour qui les valeurs et le fait d'être digne de confiance est fondamental et vital, et puis aussi les gens qui sont très empathiques et tournés vers les autres. Alors évidemment, on retrouve beaucoup de ces composantes chez vous, chez les pharmaciens, et puis avec des spécificités aussi qui peuvent entraîner dans ce phénomène de l'épuisement, ce processus, j'allais dire, de l'épuisement, c'est par exemple ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels ou sensibles. Voilà pour les facteurs internes, externes, et bien souvent, c'est évidemment la rencontre entre les deux. Hein. Est-ce que, en plus de ces facteurs internes et externes, il y a, on va dire, une composante ou une prédisposition individuelle? Oui, c'est ça, c'est ces facteurs-là, hein, c'est-à-dire comment dirais-je, presque un mode de fonctionnement qui va faire qu'on va repousser les limites, soit parce qu'on a envie de faire plaisir aux autres. Alors, est-ce que tout le monde peut fermer son micro parce qu'il y a des bruits de chaises. Moi, ça va, mais c'est peut-être pas audible pour tout le monde. Voilà, donc, par exemple, lorsqu'on a été élevé, hein, ou lorsqu'on est dans une société où, voilà, il faut 0% d'erreur. Hein, il ne faut pas faire d'erreur, 0% d'échecs. Alors, c'est particulièrement vrai, notamment peut-être pour les pharmaciens qui deviennent titulaires, qui prennent une pharmacie. L'engagement aussi, le fait d'être dans une équipe, de voir qu'il y en a qui ne vont pas bien, donc on va prendre à leur place. Voilà, il y a des facteurs internes là, qui sont plutôt liés à la nature de la personne, à son éducation, et qui vont faire que, voilà, à un moment donné, ces motivations, ces facteurs qui étaient plutôt moteurs et gages de réussite, vont se transformer en moteurs nocifs. Est-ce que Fabrice, on a des commentaires ou des demandes particulières sur le chat? Fabrice? Oui, je suis là, Romain. Est-ce qu'on a des questions? Une question, combien de temps est-ce qu'on s'en sort du burn-out? Combien de temps ça va durer? Quel est le temps de reconstruction? Alors, le temps de reconstruction, là j'ai un peu avancé, mais le temps de reconstruction, je ne vais pas dire qu'il est corrélé au temps d'exposition à ce processus. Mais évidemment, plus on est resté dans un cadre qui a donné ce processus, plus ça va être compliqué et long. Mais ça dépend vraiment des personnes, du niveau aussi de burn-out, dans le sens où vous avez des burn-out qui peuvent se transformer en dépression. Vous avez aussi des gens qui vont s'arrêter, c'est de plus en plus le cas, avant vraiment la chute. Donc là, ça va être un peu plus rapide pour se reconstruire et mettre les protections. Voilà, mais en tout cas, souvent, dans les entreprises, c'est des arrêts de 6 mois, hein, des arrêts de travail de 6 mois et une reprise à temps partiel. Voilà. Donc, autrement dit, la reconstruction, elle peut durer entre
6 mois, 1 an à plus. Mais je dirais, ça, on en parlera tout à l'heure, quelques conseils à vous donner. Finalement, c'est aussi un indicateur. Alors, je me permets de le dire parce que certaines des personnes qu'on accompagne le disent, aussi une chance de mieux se connaître et du coup, de refaire des choix, notamment sur la façon dont on travaille, sur où on travaille, avec qui, etc. Et je dirais presque que c'est la reconstruction, elle est permanente, elle est tout au long de la vie. Et c'est peut-être ce qu'on a laissé de côté à un moment donné qui fait que, ne se connaissant pas très très bien, finalement, on est allé jusqu'au burn-out. Je reprends la parole 2 minutes, Romain, parce qu'il y a une autre question qui vient en complément de ce que vous avez dit, Sandrine. Est-ce que ça peut se produire chez des étudiants, ce genre de choses? La question est posée dans le chat. Oui, ça peut se produire chez les étudiants. D'abord, ils peuvent cocher évidemment la surcharge, la compétition, l'isolement. C'est assez fondamental d'arriver à travailler ensemble. Des profs pas très aidants, des valeurs aussi qui peuvent être portées. Et puis une sensibilité à effectivement des moments où on sait pas quoi faire, quoi. Voilà. Donc et alors en plus avec le climat anxiogène qu'on a vécu, qu'on vit encore un peu et qui perturbe la sérénité et puis les modes de relation, notamment avec la distance. Il y a des gens qui adorent la distance et puis d'autres qui ne supportent pas parce qu'ils sont seuls. J'espère avoir répondu à la question. C'était très clair, Sandrine. Maintenant, on a parlé des étudiants, mais à partir du moment où on est diplômé, on devient pharmacien. Et est-ce que pour vous, le burn-out touche aussi les pharmaciens? Oui, alors nous, on a commencé avec Sylvie à travailler dans le monde de la pharmacie parce que justement, il y avait un groupe qui a eu dans sa quarantaine de pharmaciens une personne, excusez-moi, il y a encore les chaises, une personne qui est tombée en burn-out et ils se sont dit qu'il faut faire quelque chose pour que ça ne se reproduise pas dans notre communauté. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que bien sûr, il y a des passages délicats. Et donc, on l'a observé aussi dans le monde hospitalier. Le passage délicat chez le pharmacien, c'est évidemment le moment où on passe de salarié à titulaire. Voilà. Et du coup, là, il y a un enjeu d'anticipation par celui qui est candidat à la création ou la reprise d'une pharmacie, de bien se connaître, bien gérer ses énergies, bien se préparer au moment où ça va être plus sollicitant pour lui. Pareil, je crois, vous m'arrêterez si je me trompe, dans le monde hospitalier, quand quelqu'un passe chef de service. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a d'autres sujets aussi, on en a beaucoup parlé, c'est les rapports avec l'administration et notamment avec les rapports avec l'administration. Voilà. Vaste sujet. Ils prennent deux formes. J'ai cru comprendre que ça prenait deux formes. Voilà. Je vais rebondir. Vous avez parlé du pharmacien titulaire qui devient un manager d'équipe. Pensez-vous que de manière générale, le pharmacien ait les compétences pour détecter chez ses collaborateurs les premiers signaux d'alerte du burn-out ou un burn-out naissant? Oui, alors déjà, là aussi, c'est très répertorié et documenté. Voilà, donc je ne sais pas, vous voyez le slide sur les symptômes? Oui. Ok, donc ça c'est là c'est pareil, il y a eu pas mal d'études et là maintenant c'est alors j'allais dire officiel, là c'est dans des dossiers de la Haute Autorité de Santé. Donc vous avez 5 types de symptômes qu'on peut voir chez l'autre, qu'on peut observer chez soi, mais là on tombe souvent dans le déni et puis dans un autre phénomène dont je vous parlerai à la fin. Voilà, donc il y a des choses qu'on arrive à voir parce que la personne parle, parce que la personne a un comportement
qui devient différent par rapport à ce qu'on connaissait d'avant. Alors, je vais prendre un symptôme ou deux symptômes. Il y en a un qui est visible, il y en a un qui ne l'est pas, sauf si la personne en parle. Premier symptôme, c'est les troubles du poids. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va beaucoup maigrir, quelqu'un qui va beaucoup grossir. Un autre qu'on ne voit pas, mais que la personne peut évoquer, c'est les troubles du sommeil. Pareil, il y en a qui peuvent beaucoup plus dormir qu'avant et d'autres qui vont beaucoup moins dormir. En revanche, on le voit aussi évidemment sur le comportement, hein, peut-être l'apathie. Voilà, donc vous avez tout un tas de phénomènes. Alors c'est aussi pour ça que beaucoup, enfin c'est reconnu comme une maladie professionnelle, mais elle n'est pas au tableau des maladies professionnelles en France, mais elle est reconnue comme une maladie professionnelle. Mais le diagnostic clinique, il n'est pas si évident parce qu'on peut l'associer à d'autres maladies. Sachez que, en revanche, le diagnostic peut être porté uniquement par le médecin généraliste. Voilà, tout ça pour dire que oui, on peut détecter en étant très à l'écoute, très dans l'observation. D'abord de soi d'ailleurs, d'abord de soi. Et une fois que ces signaux d'alerte ont été détectés, quels conseils vous pourriez donner aux pharmaciens pour pouvoir mieux appréhender cette problématique du burn-out au sein de son équipe? Alors, si vous le permettez, je vais d'abord commencer par lui. C'est quelques conseils. Alors, comme le temps est court, donc voilà, il y en a 4 plus 1. D'abord, c'est focaliser sur ce qui est en son pouvoir et sur ce qui est en son pouvoir maintenant. Je fais référence notamment à l'administration où là, voilà, ça peut, comment dire, ça peut entraîner voilà, un sentiment d'impuissance, etc. Donc, quelqu'un en interviewant m'a donné le truc, c'est de dire non et de voir si après la personne de l'administration revient. Mais bon, voilà, j'ai rien dit. Ensuite, il y a vraiment s'entourer de pairs, de mentors. Je fais une précision, si ça vous nourrit. Il y a des personnes qui, au contraire, ont besoin de se ressourcer en se posant et de partager seulement après. Après, il y a faire équipe avec ses collaborateurs en développant la connaissance de soi-même, celle des autres et des différences. Là, l'enjeu, il n'est pas de devenir un expert de psychologie ou de communication interpersonnelle, il est de voir ce qui change, de voir qu'il y a une attitude qui n'est pas tout à fait habituelle et de juste se dire, c'est comme quand on parle du non-verbal, etc., il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, je vais, soit c'est moi qui ne vais pas bien et je vais en parler, soit c'est je vois ça chez un de mes collaborateurs et là, je vais prendre un peu de temps pour pouvoir l'amener à s'ouvrir et à parler. Et du coup, si je reviens aux pharmaciens, là, c'est de bien repérer, d'anticiper en repérant bien, quand on parle de connaissance de soi, c'est ses besoins psychologiques, physiques, relationnels, et surtout les nourrir. Parce que plus vous les nourrirez, je sais que ça demande du temps, mais après, ça peut être dans le cadre du travail, que ces besoins sont nourris comme les besoins relationnels. C'est très important parce que du coup, il y a plus de confiance, il y a plus d'énergie. Repérer justement ce qui nous prend de l'énergie, repérer ce qui nous donne de l'énergie. Et du coup, voilà, faire les choix, même si c'est pas toujours facile, mais rééquilibrer ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça peut donner de l'effet, beaucoup d'effets. Et repérer donc ce qui peut nous faire dépasser nos limites. Il y a des façons de fonctionner qui peuvent vraiment nous entraîner hors de nos limites. C'est soit fort, je crois que c'est assez prégnant chez les professionnels de santé, notamment les pharmaciens, soit parfait, fait plaisir aux autres, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis fait effort. On n'a rien sans rien, vous savez, toutes ces petites phrases qu'on a pu entendre, et dépêche-toi pour avoir un résultat. D'ailleurs, il faut que je me dépêche un peu. Voilà. Et puis, repérer ce qui peut faire stress chronique chez nous. Par exemple, un conflit de valeurs.
voilà, avec un fournisseur, avec une équipe, avec quelqu'un, et agir sur ce qui est en son pouvoir, ben, peut-être voir moins la personne nocive, voilà. Et puis là, pour le coup, si tout vous énerve à un moment donné, ou si vous voyez vraiment, enfin, vous voyez les signes, les symptômes que je vous ai passés tout à l'heure, là, il faut consulter un médecin et retourner à la base. Quand je dis retourner à la base, c'est revenir à focaliser sur ce qui est son pouvoir, s'entourer de pairs, de mentors, etc. Voilà, donc j'ai pris un peu de temps pour le pharmacien lui-même, mais c'est valable aussi pour les collaborateurs, et du coup les encourager, les inviter, et puis notamment les inviter à sortir de ces injonctions, soit fort, soit parfait, etc., en nourrissant leur besoin de reconnaissance notamment, hein. C'est vachement, enfin, pardon, c'est très bien, ce que vraiment super, cet arrangement est super. Tu es quelqu'un sur qui je peux compter, etc. C'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais c'est très, très important parce que c'est des moteurs très forts chez chacun d'entre nous. Merci Sandrine. Est-ce que Fabrice, on a des questions ou des commentaires? Alors, pas plus de questions. Peut-être une petite chose, parce que vous avez parlé, Sandrine, tout à l'heure du burn-out qui pouvait évoluer vers la dépression. Oui. Alors, on l'a un petit peu évoqué, mais est-ce qu'il y a des différences, ou comment quelles sont vraiment les différences entre la dépression et le burn-out? Alors, donc, moi, je ne suis pas médecin, hein. En revanche, nous, ce qu'on observe, et en discutant quand même, parce qu'on a des partenaires médecins, on voit deux différences, nous. C'est d'une part, quand tout l'espace privé a été envahi par ces sentiments de manque d'accomplissement, d'épuisement, etc. Quelqu'un qui fait un burn-out tout court, lorsque vous le voyez en dehors, il peut très bien être très joyeux, très énergique, etc. Ça n'est que au travail que ce n'est plus possible. Quelqu'un qui va faire une dépression, là, pour le coup, toute la sphère privée est envahie, et donc ça pose évidemment des gros problèmes dans la famille. Et le deuxième signe, nous, c'est quand il y a des envies suicidaires. Voilà. Alors après, il y a quelque chose de clinique, c'est dépression, antidépresseurs, hein, la plupart du temps, et en revanche, et ça vous savez certainement ça mieux que moi, burn-out tout court, pas d'antidépresseurs, parce qu'il y a un effet sur le cortisol qui serait contre-productif. Merci Sandrine de nous avoir éclairé sur ce sujet très important de l'épuisement professionnel et surtout de ses conséquences. On est dans les temps, on va pouvoir conclure cette session. Je vous rappelle, Sandrine, que vous êtes la cofondatrice de la société 600 Phoenix qui accompagne les professionnels et donc les pharmaciens dans ces moments difficiles. Merci à Pharmacy Lounge et à Fabrice Arnaud pour l'organisation de ce rendez-vous sur la plateforme. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre pause déj. À bientôt. À bientôt. Merci Romain, merci à tous. Vous en savez beaucoup plus que moi, mais les antidépresseurs ont une action sur le cortisol. Or, en burn-out, donc il n'y a plus du tout de cortisol, si j'ai bien compris, du coup l'antidépresseur, si j'ai bien compris, l'action d'antidépresseur serait contre-productif parce que du coup ne permettrait pas à la personne de reprendre petit à petit de l'envie, de la ressource, voilà. Bien, merci. Ok, d'accord. Je me permets, on a souvent des gens effectivement en burn-out sous antidépresseurs, quoi. C'est probablement parce qu'ils sont en dépression aussi, ils cumulent les deux. Il y avait, je ne sais pas si vous connaissez Muriel Robin, mais qui avait été interviewée, elle a dit j'ai fait les deux, la dépression c'est bien aussi, le burn-out c'est bien, mais la dépression c'est bien aussi. Voilà, vous avez des gens qui font les deux, et quand je dis des gens, ça peut être pas loin de la moitié, quoi, hein, voilà, donc alors là pour le coup c'est du coup encore plus long, hein, pour la reconstruction, voilà. Ok, merci pour la réponse. Je vous en prie. Merci à vous.